Professeur Monseigneur Pax André-Marie Kito Massimongo, évêque de l'Église orthodoxe, professeur des universités, doyen de la faculté de sciences juridiques à l'Université moyenne de Lualaba, est un spécialiste dans l'analyse sur les questions de résolution de conflits et de construction de la paix dans les communautés en situation de crise. De la paix à la question de la promotion de la dignité humaine à travers le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous donne rendez-vous pour un diagnostic profond des propositions sur la sortie de crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après 3 décennies d'instabilité et de conflits armés. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka. Au programme, la communauté internationale et la reconnaissance de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la partie est de la RDC, l'influence des intérêts géostratégiques et économiques dans l'est de la RDC, les organisations internationales et les sanctions contre le Rwanda, la mise en œuvre du mécanisme de justice pour faire valoir les droits de la RDC face aux préjudices causés par la guerre, ainsi que les préalables pour un dialogue inclusif pour une sortie de crise à la lumière des vraies attentes du peuple congolais. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer. En direct de Paris, le professeur Monseigneur Pax André-Marie Kito Massimongo est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wangila Connect, le média panafricain depuis Dallas, dans le cas du Texas, aux États-Unis d'Amérique, à travers le monde. Monseigneur professeur Pax Kito, nous vous saluons. Bonjour, messieurs les journalistes. Rendez-vous ce mercredi 26 février 2025 à 21h heure de Paris pour un décryptage sur les enjeux des pays des Grands Lacs pour une sortie de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais plutôt un dialogue qui puisse nous amener la résilience nationale. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV ainsi que sur notre plateforme YouTube Wangila Connect tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez le débat. Démocratique du Congo. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda doit cesser. Wangila Connect, connecter l'Afrique au monde. Partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Monseigneur professeur Pax Kito. Il est de l'Église orthodoxe, il est professeur d'université, membre de la société civile et il a un parcours élogieux. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans ce programme. Les intelligences, les connaissances, les réflexions sont menées pour une sortie de crise qui donne gain de cause à la République démocratique du Congo. Comment mener cette réflexion? Nous allons le faire avec Monseigneur professeur Pax Kito depuis Paris qui intervient dans ce magazine pour pouvoir échanger avec nous sur ce sujet important. Notre participant a plusieurs casquettes et nous allons le saluer et demander de se présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Monseigneur professeur Pax Kito, nous vous saluons. Bonjour, messieurs les journalistes. Monseigneur professeur Pax Kito, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, car vous avez un parcours élogieux et vous contribuez pour la société à travers votre apostolat d'homme de Dieu, à travers votre apostolat d'enseignant, à travers votre apostolat de membre de la société civile. Je suis évêque de la succession apostolique valide et ininterrompue du patriarcat d'Antioche et de Jérusalem orthodoxe. Je suis professeur d'université, doyen de la faculté de droit à l'université moyenne de Lualaba. Je suis le délégué des universités africaines
au conseil d'administration de la synergie internationale des universités, qui est coordonné par l'Université Pérugia de Rome. Dans mon cursus, je suis avocat de profession, j'ai exercé la profession d'avocat. Je suis animateur démocratique et bâtisseur de paix. Et à ce titre, je coordonne plusieurs regroupements, consortiums d'organisations de la société civile, notamment la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique, le RIAVAT, le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités. Il y a également la coalition nationale pour la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Je suis le point focal du réseau de la justice pénale internationale en Afrique centrale, et président exécutif national de la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix. J'ai aidé comme initiateur de plusieurs autres organisations de la société civile qui œuvrent pour l'accompagnement des victimes de graves violations des droits de l'homme et des communautés affectées. Bon, voilà en quelques lignes ce que je pourrais vous dire à ce qui concerne ma modeste présentation. Nous débutons avec la toute première question. Pourquoi la communauté internationale peine-t-elle à reconnaître officiellement l'implication du Rwanda dans le conflit en RDC malgré le nombreux rapports des experts des Nations Unies et d'autres structures internationales? Oui, monsieur le journaliste, venez de souligner à la fin de votre question qu'il y a déjà eu beaucoup de rapports des experts de l'ONU. Et je pense qu'il faut clarifier cette question de la reconnaissance de tout ce qui se passe comme crimes en République démocratique du Congo, ces crimes qui sont appelés avec diverses considérations. En fait, la communauté internationale, s'il faudra le dire, c'est tout, puisqu'il n'y a pas d'abord une définition juridique de la communauté internationale, et la communauté internationale, parfois, elle reste assez vague, et puis ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation internationale. La communauté internationale comporterait tous les États, toutes les organisations internationales et scientifiques, des organisations philanthropiques qui concourent à la question de la paix, à la question de la promotion de la dignité humaine à travers le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors déjà, lorsque les experts des Nations Unies parlent, les Nations Unies ne se trouvent pas en dehors de la communauté internationale. Les Nations Unies sont dans la communauté internationale. Nous avons suivi des pays comme l'Allemagne qui dénoncent également la présence des militaires rwandais sur les terres et sur le sol congolais. Et il y a beaucoup d'autres pays qui dénoncent, qui parlent de la présence réelle des militaires rwandais sur le sol congolais. Et donc tout ça, c'est ce qui constitue la communauté internationale. Et vous avez suivi différentes résolutions, qu'il s'agisse au niveau de l'ONU, comme qu'il s'agisse du côté des débats actuels à l'Union européenne, qui demandent au Rwanda de retirer ses militaires du sol congolais. Et là déjà, ce sont des actions encouragées par rapport à la compréhension, à la perception de ce que nous appelons ici communauté internationale, sur ce qui se passe au niveau de notre pays. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Paris en France et les États-Unis d'Amérique, plus précisément à Dallas, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous Monseigneur Professeur Pax Kito.
Quels sont les intérêts géostratégiques et économiques qui expliquent la persistance du soutien implicite de l'ingérence rwandaise en RDC? En fait, en ce qui concerne les intérêts géostratégiques, plusieurs voix parlent des intérêts économiques, en particulier l'exploitation, du moins des ressources naturelles. Si bien que le Rwanda avance, comme tous les autres groupes soutenus par le Rwanda, depuis 1997, quand on a commencé, le pays a connu les premiers mouvements armés avec l'AFDEL pour faire partir Mobutu. Il y avait la question identitaire qui était de l'avant. Mais cette question identitaire, moi, je l'ai toujours souligné à plus d'une fois que c'est un faux problème. La question identitaire au Congo, il n'y en a pas. Et là, nous pouvons reculer un peu plus loin. La plupart, nous avons connu d'amis avec qui nous avons fait l'école ensemble, primaire, qui étaient des Rwandais, au niveau en particulier du Kivu, puisque c'est là où j'ai fait les études primaires. Ils étaient là, à Kalima, à Lulingu, un peu de partout, mais il n'y avait pas d'inquiétude sur eux. Ils vivaient calmement. Et personne ne peut même pas demander à qui était ceci et qui était cela. On voit leur travail et leur intégration dans la société. Mais la question identitaire, quand elle est arrivée, et moi je me réalise que c'est une question qui est plus soulevée par des politiques qui voudraient se positionner derrière cette question identitaire. Mais au fond, le problème du Rwanda, de l'activisme des militaires rwandais à l'est de la République démocratique du Congo, sous tous les formats, AFDEL, RCD, CNDP, M23A, M23B et tout ce que nous connaissons. Tout le monde est unanime, mais comme vous l'avez parlé des rapports des experts des Nations Unies, on souligne la question de l'exploitation illicite des ressources du Congo. Tous ces minéraux stratégiques qui se trouvent de l'autre côté, c'est le Rwanda qui en fournit au marché international, alors que la plupart de ces minéraux ne sont même pas produits au Rwanda. Le Rwanda n'en dispose même pas, même 1/1000 de pourcentage, du moins, de la production de ces minéraux. Mais il y a une autre question stratégique pour le Rwanda que souvent les gens ne soulèvent pas, c'est la question touristique. Le Rwanda a profité de cette situation pour présenter à la face du monde que le Congo est dans une sécurité permanente. Et ce qui ferait en sorte que les touristes et d'autres personnes qui voudraient visiter le Congo ou qui voudraient passer leurs vacances en République démocratique du Congo, ils sont découragés. Et par conséquent, tout ce qu'ils devraient venir voir au Congo, nous avons les parcs, nous avons la faune, nous avons les flores qu'ils devraient venir voir au Congo. Ils préfèrent venir au Rwanda, se limiter au Rwanda, et là ça fait des millions en termes du moins de recettes chaque année. Et le fait qu'on stigmatise le Congo, que le Congo est dans l'insécurité, au Congo on ne sait pas faire sans pas, au Congo ce sont des tueries, ceci et cela, ces tableaux sombres-là découragent beaucoup de personnes à travers le monde entier de venir s'installer, visiter au Congo, et également décourage des investisseurs qui peuvent venir amener les capitaux pour renforcer l'économie congolaise. Et voilà, d'une manière assez résumée, c'est que les intérêts géostratégiques que le Rwanda voudrait récupérer, tire, du moins il faudra le dire, c'est que le Rwanda tire de cette guerre, de ce cycle de guerre que le Rwanda soutient régulièrement au niveau pour déstabiliser la République démocratique du Congo dans son ensemble.
De partout où vous nous suivez, nous suivons un élément à la régie et nous revenons après. De bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. La RDC, le Rwanda sont des pays voisins et dès lors leurs divergences et les tensions qui existent, selon nous, peuvent être réglées. Mais les deux parties doivent démontrer leur volonté de retourner à la table des négociations sans tarder. La région des Grands Lacs en est à un moment crucial de son histoire. Il en va de notre responsabilité commune de nous tenir du côté de la paix. Nous appuyons la défense par la RDC de son intégrité territoriale et de sa souveraineté et nous souhaitons travailler aux côtés de la communauté internationale jusqu'à la cessation des combats et un apaisement de la situation. Merci. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est un dogme qui gouverne l'essentiel du système de sécurité collective mis en place par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte que toute menace contre la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression oblige le Conseil de sécurité à agir sans détour. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23 des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale, le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cela prouve le besoin de la paix que la République démocratique du Congo attend de ce Conseil de sécurité. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que justement nous étions en droit d'attendre de votre Conseil depuis le 26 janvier dernier. Mais il a fallu 3 semaines au Conseil pour réunir l'unanimité. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Monseigneur Professeur Pax Kito qui répond à nos questions depuis Paris. Le retour sur ce plateau numérique en connexion entre Paris et Dallas,
où nous recevons pour vous Monseigneur Professeur Pax Kito. Comment expliquer que les ressources minières de l'Est du Congo continuent d'alimenter le marché mondial sans que des mesures efficaces ne soient prises pour instaurer la paix? En fait, c'est une question assez fondamentale et je pense que les collègues économistes pourraient vous donner assez d'éléments à ce sujet. Mais c'est que s'il faudrait placer un mot, mais il faudra savoir d'entrée les jeux que ce que nous appelons la communauté internationale, entre guillemets, c'est pour désigner tout cet ensemble qui n'est pas clairement défini, où nous avons tout le monde, tous les États, toutes les institutions internationales, des organisations philanthropiques internationales et que sais-je encore. Et voilà, pour toutes ces institutions, pour tous ces États, la première des choses, c'est ils ont besoin des moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Qu'il s'agisse des multinationales qui produisent les armes, qui fournissent les armes aux groupes armés, aux États à travers lesquels transitent les armes qui inondent les territoires de la partie est de la République démocratique du Congo. Toutes ces activités, si vous les voyez au fond, n'ont qu'un seul objectif, c'est la rentabilité économique de ces entreprises, de ces institutions. Et partant, lorsqu'on a fait un très bon business, qu'il s'agisse pour des acteurs de la communauté et certains acteurs qui se retrouvent à l'extérieur du Congo, comme également pour certains compatriotes congolais, mais là, la situation devient de plus en plus complexe. Et la volonté de trouver une solution efficace pour que la paix puisse revenir, ça devient un peu mitigé. Oui, c'est le jeu d'intérêt surtout intérêt économique, hein, qui se trouve à l'avant-plan. Et voilà, partant de cette considération où tout le monde ne voit que comment sa croissance économique puisse aller de l'avant, on préfère créer une situation de non-État, une situation d'ingouvernabilité, une situation d'illicéité du moins notoire pour faciliter l'exploitation sans contrôle, sans traçabilité des matières précieuses et stratégiques nécessaires pour différentes entreprises. Et voilà, c'est la situation malheureuse et curieusement qu'est en train de subir la République démocratique du Congo. Pourquoi les puissances occidentales, notamment la France, appliquent-elles des sanctions contre certains États comme la Russie, qui est une puissance nucléaire, mais hésitent à sanctionner le Rwanda de manière claire? Oui, c'est bien de prendre une référence de la France, c'est pour ce que vous soulignez la question de la solidarité internationale pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais c'est bien. Mais j'estime que la République démocratique du Congo, d'abord, en elle-même, dispose de plusieurs voies de droit. La Charte des Nations Unies lui offre la possibilité, comme également, en fait, la Charte de l'Union africaine offre la possibilité à la République démocratique du Congo, en tant qu'un pays souverain, d'inviter d'autres forces, d'autres puissances militaires pour venir l'aider. Et là, c'est une question maintenant de la coopération militaire, pour ne pas vous dire que, pour ne pas parler de la diplomatie. C'est la diplomatie congolaise qui doit maintenant agir. Et là, j'estime que le gouvernement congolais, en particulier la ministre
actuellement des Affaires étrangères et le ministre de la Défense pourraient être mieux indiqués à vous donner une réponse à cette question, puis ça concerne de la diplomatie. Comment le gouvernement congolais aborde sa diplomatie sur cette question? Quels sont les défis qu'il rencontre et quels sont les espoirs? Donc, toutes ces questions-là devraient être abordées par le gouvernement. Sous-entendu, pour la question de la France, mais vous savez que si la France agit du côté du Rwanda, comme vous le dites, si la France hésiterait, je ne dis pas, agir puisque c'est encore discutable, si la France hésiterait d'agir avec la même énergie, si la situation du Congo, comme elle le ferait maintenant, ou elle est en train de le faire avec la situation en Ukraine, mais là, le droit international nous a donné déjà une bonne réponse que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et le Rwanda et la France ne peut suivre ne peut agir que là où elle estime que son pays sera bénéfique. Il ne faudra pas se faire d'illusions que la France puisse aller envoyer ses soldats mourir en Ukraine, comme vous avez pris par exemple le cas de l'Ukraine. C'est pour une solidarité sans une contrepartie importante pour les Français. Ça non. De la même manière, la France on ne peut pas accepter que les militaires français ne peuvent pas accepter de venir au Congo, mourir à la place des Congolais. Pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas former une armée à la taille, en fait, à la grandeur du moins à sa grandeur, pour se protéger contre toutes ces invasions. Il revient à la République démocratique du Congo de définir, de donner une vision de sa défense. Comment la République démocratique du Congo, qui est un État souverain, la République démocratique du Congo n'est pas un État inféodé ou sous tutelle de la France ou d'un autre État qu'on appelle grande puissance, entre guillemets. C'est un État souverain, un État indépendant. Et en tant que tel, c'est la République démocratique du Congo elle-même qui doit définir, qui doit donner une vision de son armée pour répondre à toute question liée à l'insécurité, la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais Monseigneur, qu'est-ce que vous dites de ce rapport des Nations Unies? Même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a reconnu que le Rwanda posséderait des armes sophistiquées, dont les éléments de M23. Eux-mêmes l'ont dit, la MONUSCO l'a dit. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va vers ceux qui soutiennent le Rwanda pour dire cessez votre accompagnement, sanctionnez le Rwanda parce que vous leur donnez les moyens qu'ils ne possèdent pas. Mais en fait, c'est vrai, ça se parle, ça se dit. Hein, nous avons suivi ça également de plusieurs officiels des Nations Unies qui semblaient vanter la puissance ou la capacité d'armement, du moins des envahisseurs de la République démocratique du Congo. Mais en fait, je venais encore de le dire, dans le cadre des relations diplomatiques et des relations entre États, ce sont les intérêts qui sont mis à l'avant-plan. Et dans le cas des institutions internationales, ce qui donne une position considérable, c'est ce qu'un État donne. C'est l'armée qui donne, qui est forte dans ces organisations internationales. Et quel serait maintenant le poids de la République démocratique du Congo par rapport à ces enjeux? La République démocratique du Congo donne quoi aux États qui doivent agir au niveau international, aux États qui peuvent influencer les grandes décisions au niveau de la communauté internationale pour que ces États puissent retrouver leurs intérêts directs en République démocratique du Congo. C'est ça la question fondamentale. De même, il faut voir qu'est-ce que la République démocratique du Congo donne comme contribution dans ces organisations. À l'ONU, la République démocratique du Congo donne quoi comme contribution? Au niveau de l'Union africaine, la République démocratique du Congo donne quoi comme contribution?
Là, ce sont des enjeux de taille qui puissent, comme je venais de le souligner ici, que le Congo doit réfléchir à avoir des institutions, avoir des enjeux géostratégiques, comme également des enjeux diplomatiques à la taille, à sa taille, donc, sinon il faut dire, suivant sa grandeur. Le Congo, c'est un pays qui est grand, qu'il s'agisse sur le plan démographique, c'est le deuxième pays plus vaste sur le plan de la superficie. Le Congo est actuellement, non, la République démocratique du Congo est actuellement le deuxième pays plus vaste d'Afrique. Voilà. Avec toutes ces considérations de cette grandeur de la République démocratique du Congo, tout doit être aussi actionné pour attirer, pour amener l'intérêt de tous les États, au milieu de toute la communauté internationale, États, organisations internationales et organisations philanthropiques, les structures, en fait, les religions devraient se retrouver avec un regard qui répond le mieux à tout ce que le Congo, aux aspirations de la République démocratique du Congo. Le Congo doit agir, le Congo doit mettre toutes ses intelligences ensemble et prendre une direction pour qu'elle soit considérée à sa taille au niveau de tous les enjeux possibles. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent se prononcer après le vote. Et je donne la parole à la France. Monsieur le Président, la France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent, avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons pour vous Monseigneur Professeur Pax Kito, évêque de l'Église orthodoxe, professeur des universités ainsi que membre de la société civile.
Vous avez parlé de contribution. Qu'est-ce que la RDC donnerait, sa contribution à l'ONU, aux Nations Unies? Mais est-ce que c'est pour cette raison que lorsque la RDC plaide sa cause, que les résolutions que prennent les Nations Unies, l'Union africaine, ne donnant lieu qu'à des dialogues au lieu d'aller au fond du problème qui serait de dire au Rwanda définitivement de quitter la République démocratique du Congo et que ces supplétifs cessent d'agresser la RDC? Est-ce que ce n'est pas ça aussi quelque part la civilisation, cette manière de se dire que nous sommes une société civilisée où nous devons vivre de manière cohérente et harmonieuse entre nous? Oui, je ne voudrais pas vous paraphraser, mais nous devons souligner un fait et reconnaître qu'au niveau des Nations Unies, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis et puis ces efforts sont démontrés à travers d'abord une volonté internationale de faire justice à la République démocratique du Congo. Et cette volonté internationale, c'est celle qui s'observe dans les différentes résolutions des Nations Unies, telles que nous l'avons souligné depuis le début de cet entretien. Les Nations Unies envoient régulièrement des experts au Congo. Les Nations Unies possèdent une mission permanente au Congo. Au sein de cette mission, il y a un bureau important qui travaille sur les droits de l'homme, qui fait le monitoring au quotidien des droits de l'homme. C'est pour dire que toute la situation qui se passe au niveau du Congo, les Nations Unies est toujours au courant et c'est ce qui éclaire les différentes décisions pertinentes qui sont arrêtées au niveau du Conseil de sécurité. Ça, c'est un fait. Nous devons également nuancer la responsabilité qui revient d'abord au Congo comme un État souverain, indépendant, là, je le répète et je souligne, par rapport aux attentes du Congo, de la République démocratique du Congo, auprès des autres États, des institutions du monde. Et en tant que tel, le Congo, en tant qu'un État, il lui est reconnu en toute souveraineté des prérogatives au niveau international pour l'organisation de sa propre défense. Nous prenons le cas qui se passe en Israël. Lorsque l'Israël a retrouvé qu'il était menacé, l'Israël a mobilisé des forces dissuasives pour faire en sorte que l'action qu'Israël a considérée comme étant d'ennemi puisse s'arrêter. De la même manière, ce qui s'est passé en Ukraine, lorsque la Russie s'est décidée de faire la guerre contre l'Ukraine, l'Ukraine a pris d'abord des initiatives pour renforcer sa protection, si bien que maintenant les aides sont venues après. Et c'est à ce niveau-là où nous, le Congo, la République démocratique du Congo, devrait saisir les enjeux importants. La question essentielle et fondamentale qui devrait maintenant faire objet de tous les débats possibles ou d'une sensibilisation, c'est autour de cette prise de conscience collective de tous les Congolais, si c'est que les Congolais veulent faire de leur pays, de leur État. Puisque ce sont les Congolais en tant que citoyens qui doivent définir ce qu'ils veulent faire de leur État. S'ils veulent protéger leur État, ils vont s'organiser à n'importe quel degré, avec toutes les limites possibles pour défendre leur pays. Mais plutôt, quand on parle de la communauté internationale, c'est là où on retrouve
les opérateurs économiques, c'est là qu'on appelle les multinationales. Ils reviennent là-bas dans ce tout-là qui n'est pas ordonné. Et là, ce sont des opérateurs économiques. C'est comme dans les pays. Nous avons des contrebandes, comme on appelle. Nous avons des criminels économiques. Et il revient au pays de prendre des dispositions à l'interne pour décourager ces criminels économiques. C'est de la même manière, lorsque nous retrouvons que les gens qui ont des industries, ils ont besoin de lithium, ils ont besoin du coltan, et ils passent de l'autre côté pour aller négocier. Pourquoi ils passent de l'autre côté? Peut-être que là-bas, 1 kilo de coltan, par exemple, peut être à $2, et là, on lui propose ce kilo à $1. Mais il revient encore une fois de plus à la République démocratique du Congo qui en a d'aller vers ces gens. Ce ne sont pas des gens structurés, ce sont des gens qui sont dans l'informel. Ce ne sont pas des gouvernements d'État, ce ne sont pas des organisations internationales, mais ce sont des particuliers. Ce sont des gens qui se retrouvent dans les privés et aller en tant qu'État, parler avec eux, les sensibiliser, leur présenter les potentialités que nous avons au-delà de ce qu'ils connaissent et ce qui pourrait faire encore que leur entreprise soit rentable. Et je pense dans cette approche-là où nous-mêmes Congolais, nous reconnaissions avec nos limites, nous nous reconnaissions comment nous pouvons aller au-delà de nos limites actuelles. La réponse est assez durable pour revenir. À ce niveau-là, les mots sur lesquels je voudrais encore souligner, c'est la prise de conscience collective et la reconnaissance de la responsabilité de l'inaction du Congolais lui-même. Mais je vous assure que même dans les temps anciens, je suis autorité ecclésiastique, mais il y a quand même un moment donné où l'Église a dit organiser des guerres pour se défendre. Nous avons étudié les croisades. Alors, un État grand devrait prendre en considération toute cette dynamique, tous ces enjeux pour se définir dans le concert des nations. Nous allons à la régie suivre cet élément et nous revenons après. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la France d'avoir présidé les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. Je remercie les États-Unis. Après avoir suivi cet élément, comment la République démocratique du Congo peut aller en justice contre tous ceux qui agressent sa population, tous ceux qui violent son intégrité nationale, et comment amener tous ces criminels
que ce soit les acteurs rwandais, que ce soit les groupes d'agression, tous ceux qui ont envahi la RDC, ce criminel à pouvoir rendre de compte à la justice. Oh, oui, monsieur le journaliste, la question de la lutte contre l'impunité, c'est un grand cheval de bataille dans les enjeux actuels de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas parler du rétablissement de la paix et une paix durable alors en République démocratique du Congo sans pour autant aborder cette question liée au préjudice que des populations que nous appelons victimes ont subi, mais également pour qu'on puisse avoir les garanties de non-répétition. Il faudrait que... Là, vous faites allusion à la justice transitionnelle. Oui, les auteurs puissent répondre. Évidemment, c'est la justice qui est appropriée dans le contexte du Congo. C'est un pays, si nous voulons mettre la guerre, en disant, bon, nous pouvons classifier ça en terminologie de la justice transitionnelle comme étant un pays post-conflit, si bien que nous sommes dans la guerre. Les guerres continuent à se succéder, mais à un moment, lorsqu'il y a la calmie, il faudrait réfléchir par rapport à toutes ces questions-là liées à la justice transitionnelle. Et là, par rapport à cela, vous avez des mécanismes non juridictionnels qu'on a commencé à faire, où on parle par exemple de l'indemnisation, l'assistance à certaines victimes, mais la grande action reste l'action judiciaire. Et cette action judiciaire doit être abordée à deux niveaux. Il y a le niveau international, mais également il y a au niveau national. Au niveau international, nous savons que la CPI est là comme une juridiction permanente. Et je m'encourage des rappels qui sont faits à tout moment par le procureur de la CPI. Tout récemment, il venait encore de le dire, qu'il mène des enquêtes en République démocratique du Congo pour des crimes qui ont été commis depuis 2002. Ça, c'est important. Et quand les événements de Goma sont arrivés, tout ce que nous avons déploré en termes de l'extrême gravité, des graves violations des droits de l'homme, le procureur de la CPI s'est encore de nouveau prononcé. Et il fait son travail. Et moi, j'ai fait confiance au travail du procureur de la CPI, que ce travail va arriver à lancer des mandats contre certaines personnalités, contre certaines personnes qui alimentent la guerre en République démocratique du Congo ou qui seraient, d'une manière ou d'une autre, présumés auteurs ou qu'auteurs des crimes qui se passent à l'Est. Ça, c'est l'action qui est en train d'être faite au niveau de la justice pénale internationale. Là, on voit la responsabilité individuelle, puisque la CPI ne peut pas poursuivre le Rwanda comme État. Là, la CPI n'a pas une compétence. La CPI peut poursuivre certains responsables, certains citoyens rwandais. La CPI peut les poursuivre si ces personnes auraient des implications par rapport au crime que le procureur va établir. Mais pour le mécanisme, malheureusement, où le Congo pouvait encore y aller avec le Rwanda, c'est le mécanisme de la Cour internationale de justice. Mais fort malheureusement, là-bas, il y a déjà une jurisprudence dans le cadre de toutes les graves violations qui étaient commises à Kisangani avec les guerres de 6 jours, de 3 jours et consorts. Et là, la Cour internationale de justice s'était déjà déclarée incompétente pour le Rwanda, puisque le Rwanda ne reconnaît pas cette Cour comme étant une juridiction obligatoire. Et voilà, donc la République démocratique du Congo se trouverait limitée d'amener encore son dossier au niveau de la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Mais c'est fait maintenant au niveau national, les mécanismes importants. Bon, au niveau régional, vous avez déjà ce qui se trouve.
avec Arusha. Bon, il y a déjà une affaire qui se trouve pendante à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha. Nous sommes en train d'entendre quelle en sera l'issue, quelle sera la dernière décision de la Cour où la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda par rapport à tous ces crimes. Ça, ce sont des bons mécanismes qui sont en cours, qui sont encouragés. Mais il s'est fait maintenant. Je me reviens et je continue à insister, c'est la grande responsabilité de la République démocratique du Congo. C'est là où maintenant il y a un souci. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons parvenir à faire des réformes des droits et des réformes judiciaires pour répondre aux besoins actuels. Et les besoins actuels, c'est, en fait, pas les besoins actuels de justice, c'est les besoins, en fait, ce sont les besoins des victimes et des communautés affectées. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons améliorer nos juridictions, nous devons améliorer nos lois pour qu'elles soient à mesure de poursuivre même des sujets étrangers. C'est là où nous revenons encore sur la question de la justice transitionnelle. Depuis lors, nous travaillons sur la question des chambres mixtes spécialisées. Chambres mixtes spécialisées qui devraient être, qui doivent être installées dans les juridictions congolaises pour poursuivre tous ces auteurs présumés des différents crimes, qu'il s'agisse des Congolais ou qu'il s'agisse des étrangers. Mais il nous revient encore à la République démocratique du Congo d'organiser cela. Mais à ce niveau ici, je ne retrouve rien comme initiative à ce sens. Comment la justice congolaise, la CPI ne peut pas juger tout le monde. La CPI juge des gros poissons. Ce sont des cas, des figures. Parce que la CPI, ce n'est pas une juridiction spécialement pour le Congo. Non, les auteurs des crimes sont nombreux. Et il revient au Congo d'organiser sa juridiction répressive pour qu'il puisse avoir une compétence universelle pour poursuivre des auteurs de crimes commis ici, même si ces auteurs se réfugiés dans les pays étrangers. Ça, c'est important. Mais il y a également la question, au-delà de ça, il y a d'autres mécanismes de la justice transitionnelle qu'on semble oublier. Il y a le vetting institutionnel qui doit être mis aussi en place pour décourager des gens qui pensent qu'il faut toujours prendre des armes, il faut toujours commettre de graves violations des droits de l'homme pour se positionner, pour se retrouver autour d'une table de dialogue, de négociation, et là, on a sa part. Non. On doit mettre ces mécanismes en place pour nous faciliter à avoir une garantie de non-renouvellement. Les victimes et la population congolaise doivent être rassurées. Et est-ce que cette aventure qui se passe, cette guerre qui se passe actuellement, avec, sous plusieurs dénominations, M23, AFC, agression rwandaise et tout cela, quelle sera la dernière? C'est cette garantie qui est importante. Et voilà, c'est là où nous, à notre niveau, avec la synergie des leaders de la société civile qui coordonnent la coalition nationale pour la CPI que nous avons mise en place, nous encourageons le dialogue. Et le dialogue que nous encourageons, ce n'est pas dans le format ou ce n'est pas dans la finalité d'aller se partager des postes. Non, nous voulons un dialogue qui doit nous garantir trois choses. Nous allons à la régie suivre cet élément et nous revenons après. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer, là où la gravité et l'urgence de la situation le commandaient de réagir avec promptitude et empressement. Dans le cas d'espèce, la paralysie momentanée du Conseil a laissé libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires de la République démocratique du Congo par les forces de défense du Rwanda et leur supplétif AFC M23,
sachant que chaque jour d'inaction compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde. Je ne vais pas le rappeler ici. L'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique, initiateurs des sanctions contre les autorités rwandaises et les autorités du M23, nous disons infiniment merci. Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Je vous remercie. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Monseigneur Professeur Pax Kito, qui répond à nos questions depuis Paris. Quand vous dites que vous n'êtes pas pour le dialogue selon la vision de la CENCO, mais plutôt votre version de dialogue, qu'est-ce que vous voulez dire de manière plus claire? Non, je ne m'oppose pas à la vision, en fait, au dialogue selon l'approche de la CENCO, puisque je ne connais pas encore, je n'ai pas encore à ma possession toute cette division, puisque la CENCO et le SCC qui ont pris une bonne initiative, puisque le dialogue est toujours encourageant. Hein, partout, il faut dialoguer. Et le dialogue peut avoir plusieurs formes. La diplomatie, chaque jour, on avait parlé de
de tous les voyages des ministres au niveau des Nations Unies, à gauche et à droite, SADC et tout cela. En fait, tout ça est assez... tout ça, c'est entre toujours dans les cas des mécanismes de dialogue. Mais il y a également d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés par d'autres acteurs qui ne sont pas étatiques, par d'autres organisations, comme des églises. Voilà. Et donc ça, nous nous encourageons. Et lorsque l'histoire du monde aussi a relevé que la force militaire et toute force, il n'y a pas une force qui est plus grande pour rétablir la paix en dehors du dialogue. On doit être obligé de dialoguer. Même si vous êtes fort, vous faites la conquête militaire, quelque part toujours, vous finirez par revenir sur votre voie de dialogue pour réconcilier les gens, pour créer en fait la cohésion nationale. Ça va toujours vous appeler à des dialogues. Alors, les dialogues, comme je l'ai dit, pour la CENCO, bon, j'ai suivi, ils sont entrés encore à la phase de concertation des différentes forces vives de la République, et c'est sur base de cela que la CENCO pourrait, et le CC, donner un rapport et définir peut-être sa vision du dialogue. Mais pour nous, nous disons oui, les dialogues, nous soulignons, nous devons aller au dialogue pour obtenir la cohésion sociale, pour renforcer l'unité nationale. Mais ce dialogue, ce n'est pas, puisque nous avons déjà connu beaucoup de dialogues dans les pays, et ce dialogue-là ne nous amène pas une paix qui est durable. Puisqu'aujourd'hui, si nous sommes en train de parler avec vous sur la question de l'Est, c'est puisqu'il y a une fragilité de la paix. Or, il y a des dialogues qui s'étaient passés. Et nous, nous soulignons que les dialogues que nous devons avoir, c'est un dialogue qui doit nous garantir trois choses, ou nous amener au résultat à trois paliers. Le premier palier, c'est la résilience. Un dialogue qui doit amener le peuple à la résilience. Le peuple doit connaître une vérité sur toutes les causes. Les contrats qui ont été signés, puisqu'on dit que la base, le soubassement de tous les conflits que nous avons au Congo, c'est sur base des contrats signés depuis l'AFDEL. Mais c'est le peuple qui doit se prononcer, connaître d'abord la vérité sur ces contrats pour permettre au peuple de se prononcer. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, en dehors de la résilience, il faudra maintenant que le dialogue puisse garantir à la population, puisse garantir à toute la nation congolaise, offrir à la Congo une garantie de non-répétition. C'est pour dire que plus jamais de guerre pour toutes revendications, plus jamais de guerre pour régler les problèmes entre Congolais à tous les niveaux de la vie nationale. Mais aussi que ce dialogue devrait nous amener à renforcer, à capitaliser les acquis démocratiques. C'est pourquoi nous soulignons, nous soutenons les dialogues, pas dans le sens du partage des pouvoirs, mais plutôt un dialogue qui puisse nous amener à la résilience nationale, aux garanties de non-répétition, mais également à consolider les acquis démocratiques pour que les pays puissent évoluer dans la voie des démocratiques comme les autres pays civilisés du monde. Un petit mot pour mettre un terme à ce programme, parce que nous sentons que vous devez encore revenir pour nous expliquer de manière froide cette solution, parce que les cerveaux, les manières de penser doivent être mises ensemble pour trouver une solution durable de paix en République démocratique du Congo. Monseigneur professeur Pax Kito. Oui, en fait, mon appel, c'est un appel d'un bâtisseur de paix, un appel d'un pasteur, où je demande toujours aux acteurs, aux forces vives de la République démocratique du Congo, aux
de désarmer leur cœur. Pour que la paix puisse revenir d'une manière durable au Congo, il faudrait que chacun des membres de la communauté congolaise puisse désarmer d'abord son cœur. Sans cela, nous pouvons aller dans n'importe quel mécanisme diplomatique, militaire et pacifique comme des dialogues. Il serait toujours difficile de ramener la paix au Congo. Et que tout le monde devrait placer l'intérêt national en première position et, au mieux dire, effacer complètement l'intérêt individuel. Et je pense là, le Congo pourrait aspirer à vivre une paix réelle, qui ne sera plus une paix de façade, mais une paix qui sera vraiment durable, une paix qui va avoir les quitus de tous les citoyens congolais. Et voilà, c'est ça les mots que je voudrais adresser à la fin de cette émission, de cet entretien, à tous les citoyens congolais, mais également ce même message vaut également son pesant d'or pour les autres partenaires du Congo, des gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la situation chaotique, dans cette situation qui nous amène à une situation, à une crise humanitaire indescriptible. Il va falloir que chacun puisse avoir dans son cœur le sens de la protection et de la promotion de la dignité humaine. Merci. Un grand merci, Monseigneur professeur Pax Kito. C'est moi qui vous remercie une fois de plus, messieurs les journalistes. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec Paris, où nous avons reçu pour vous, Monseigneur professeur Pax Kito, pour parler Congo. Dans ce moment de preuve, les intelligences, les cerveaux, les pensées, les réflexions des Congolais sont très importants pour apporter la paix au Congo. Et Monseigneur professeur Pax Kito a apporté sa contribution à trouver la solution. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.